Georges Leroux nous dit, donc un des promoteurs du programme, qui a écrit ce petit livre que je vous encourage à lire. Les intentions du programme sont très explicites dans ce petit livre. Alors, il nous dit, dans l'univers très riche des programmes formulés selon des compétences, nous ne travaillons pas à partir de contenus prédéterminés. Il n'y en a pas. Les jeunes ne recevront pas, dans ce programme, des connaissances encyclopédiques sur telle ou telle religion ou doctrine morale. Alors ça c'est vraiment leur mot-clé encyclopédique. Chaque fois qu'ils veulent dire qu'il n'y a pas de contenu, ils disent qu'il n'y a pas de contenu encyclopédique. Mais c'est assez clair, nous ne travaillons pas à partir de contenus prédéterminés. Il n'y a pas de contenu, il y a uniquement des objectifs idéologiques qui sont les mêmes du début à la fin, c'est-à-dire de la première année du primaire jusqu'à la 5e année du secondaire. Le cours n'est pas enseigné en secondaire 3, mais il y a une double dose en secondaire 4 pour compenser. Donc, disons que c'est enseigné vraiment du début à la fin du parcours scolaire obligatoire. Que doit faire l'enseignant avec un programme comme ça sans contenu? Dans ce petit livre qui rassemble les contributions de plusieurs personnes favorables au cours d'éthique et culture religieuse, Pierre Lebuy nous explique, son article s'appelle « Comment enseigner l'éthique et la culture religieuse », c'est très instructif. Il nous dit, je vous avertis, il y a beaucoup de jargon dans le ministériel technocratique. Le travail de l'enseignant consiste à orchestrer le jeu des interactions sociales pour harmoniser la polyphonie des points de vue dans une production d'ensemble. C'est bon. Le professeur n'est pas là pour enseigner, il est là pour faire donc dialoguer les élèves comme ça pendant 10 à 11 ans. Ah oui, vous voulez l'entendre, d'accord, c'est trop beau. Le travail de l'enseignant consiste à orchestrer le jeu des interactions sociales pour harmoniser la polyphonie des points de vue dans une production d'ensemble. Donc, l'enseignant ne doit pas donner un cours. Ça, c'est fini, ça c'était l'ancienne école. Ce que le professeur doit faire, c'est se faire le juge des bons et des mauvais comportements dans le cadre des interactions sociales dans la classe. On a parlé dans les journaux beaucoup de la question de la neutralité des professeurs. On dit oui, le professeur doit être neutre avec ce cours-là, et c'est ça la différence avec l'ancien cours. Dans les cours de religion, le professeur avait une préférence pour une religion, alors que là, il devient neutre. C'est une façon de parler. Il doit être neutre, oui, par rapport à ses propres préférences religieuses, mais il ne doit absolument pas être neutre par rapport au multiculturalisme. Et c'est ce que nous dit Pierre Lebuy. Il dit, ainsi, plutôt que de parler d'adopter une attitude de neutralité totale, il est question de se référer aux finalités du programme, bien commun, reconnaissance, de l'autre, pour faire face à des opinions et des comportements qui vont à l'encontre de certaines valeurs fondatrices du vivre ensemble. Alors, si vos enfants vont à l'encontre des valeurs fondatrices du vivre ensemble telles que définies par le ministère de l'Éducation, eh bien là, le professeur doit sortir de sa neutralité pour réprimander votre enfant. Et c'est ce qu'on retrouve aussi dans le petit guide ECR 101 qui a été publié à l'attention des parents et qui prend la forme essentiellement de questions-réponses. Donc, questions adressées au ministère par les parents et réponses du ministère aux parents. Alors, il y a une question qui est absolument sublime. Si un élève manifeste des gestes ou des paroles qui vont à l'encontre de la reconnaissance de l'autre ou de la poursuite du bien commun, que se passe-t-il? Alors, je suis sûre que vous connaissez beaucoup de parents qui se posent des questions comme ça. Oui, je suis sûre que tous les parents se demandent ça le soir. Oui, mais qu'arrive-t-il si mon enfant va à l'encontre du bien commun? Alors, la réponse du ministère, l'enseignant doit intervenir immédiatement pour que cela cesse sur le champ. Toute atteinte en classe à la dignité de la personne ou au bien commun doit immédiatement être dénoncée parce qu'elle n'est pas tolérée dans notre société. En cela, le programme d'éthique et culture religieuse n'est pas neutre. Alors, vous voyez, c'est quoi la neutralité dans ce cours-là? C'est, oui, la neutralité, donc, du professeur par rapport à ses propres convictions religieuses, mais par rapport au multiculturalisme, il n'y a absolument plus de neutralité qui tienne. Il y a un cadre idéologique qui est celui du cours, et si l'élève en déroge, il doit absolument être ramené à l'ordre. Pierre Lebuy, encore une fois, nous dit « Les règles et conditions du dialogue impliquent que la micro-société que constitue la classe se situe à l'intérieur d'un cadre commun de valeurs qui s'actualise dans la pratique des échanges et que chaque élève est appelé à s'approprier. » Donc, le dialogue se fait dans un cadre commun de valeurs, le multiculturalisme, et chaque élève donc, doit s'approprier le multiculturalisme pour pouvoir dialoguer. Donc, le prérequis au dialogue, c'est d'être tous d'accord sur le multiculturalisme.
Et il y en a de bas de page, il précise, il dit « La raison pour laquelle je parle d'un cadre commun de valeurs plutôt que des expressions qu'on entend plus souvent comme valeurs communes ou même culture commune, il dit c'est parce que ces expressions-là sont trop exclusives. » Il renvoie à l'idée d'une culture patrimoniale. Et la culture patrimoniale, c'est exclusif parce que ce n'est pas celle de tous les élèves. Donc, la culture patrimoniale, il ne faut pas l'enseigner à l'école. Il faut enseigner à l'école. C'est notre cadre commun de valeurs qui nous vient des chartes. Et là, ça revient partout dans le programme ministériel, dans les écrits, c'est les chartes. Les chartes, c'est ce qui nous unit et c'est ce qu'il faut enseigner aux enfants. Il faut leur enseigner que ce qui nous unit, c'est les chartes, parce que le reste, c'est particulier à chaque enfant. Et il faut respecter les particularités de chaque enfant. Et c'est pour ça, donc, qu'on va les inviter, par exemple, à redessiner le drapeau québécois, effectivement, pour qu'il soit plus inclusif. Donc, le cours est toujours justifié au nom du pluralisme, au nom de la charte, au nom des valeurs contenues dans la charte. Et aussi, si on regarde pas le programme lui-même, mais les écrits de ceux qui l'ont défendu, c'est aussi présenté comme étant une réponse aux dérives identitaires, aux dérives nationalistes, au repli nostalgique des parents. Alors vraiment, on le dit clairement, Georges Leroux a dit que c'était la seule thérapie possible, ce cours-là, face aux réactions populaires, aux accommodements raisonnables. Donc, la conclusion à laquelle j'arrive, c'est que ce cours n'est absolument pas un cours qui vise à transmettre des connaissances sur les religions. Il ne fera pas de nos enfants des gens plus cultivés. L'objectif véritable, c'est l'endoctrinement. Et c'est pour cette raison que je crois aussi qu'il faut l'abolir. Donc, pas seulement permettre l'exemption, mais l'abolir. Donc, j'arrive finalement à la même conclusion que mon collègue au sujet du cours d'histoire et d'éducation à la citoyenneté, alors dans le cas du cours éthique et culture religieuse, dans le fond, qui sont les deux derniers programmes qui ont été adoptés, qui sont les deux plus récents produits de la réforme et qui sont des dérives. Donc, je pense qu'il y a matière à se débarrasser de ces deux cours-là et à revenir peut-être à autre chose. Dans le cas de l'enseignement de la religion, il y a différentes propositions qui circulent. Il y a des gens qui souhaitent revenir au régime d'option. Si ça plaît aux parents, pourquoi pas. Il y en a d'autres qui disent qu'on pourrait tout simplement, au nom de la laïcité, qui est quand même un beau principe, enlever tout enseignement des questions religieuses, permettre l'enseignement religieux après les heures de cours et remplacer ces périodes-là par exemple, des cours de français, ce qui fait certainement pas de mal à nos enfants. Donc, voilà, sur ces notes pessimistes, espérons, le cours est enseigné pour une deuxième année consécutive et espérons que la poursuite du combat aura des résultats. Voilà. Alors, on a un petit peu de temps devant nous avant d'aller se coucher. Donc, s'il y a des personnes qui ont des commentaires ou surtout des questions, si vous avez des commentaires, je vais vous demander d'être bref pour laisser la parole au plus de personnes possible. Et si vous avez des questions, soyez le plus précis possible aussi. Vous pouvez partir de ma gauche, je vais m'en aller vers la droite. On ne va pas faire de discrimination. Oui. Je ne sais pas si c'est juste une impression de surface que j'ai eue en vous écoutant, mais on dirait que tout le contenu est dirigé vers un groupe de personnes qui est nous autres. Blancs, francophones, québécois. On dirait que, par exemple, si on disait dans le vivre ensemble que si dans l'école il y a un code vestimentaire, il n'y a plus question de niqab. On ne dit jamais ça. Eux autres. Le code vestimentaire est discriminatoire. Non, mais tout le reste, là, toutes les autres qui croient que c'est que nous autres, on ne touche pas. Mais juste nous autres, on doit s'adapter à eux autres. C'est unidirectionnel. C'est-tu possible que ce soit comme ça? Absolument. Ben, je vais faire une décision. Dans le rapport Bouchard-Taylor, il y avait l'idée suivante qui était énoncée. On disait aujourd'hui, grâce à la génération de la loi 101, grâce à l'immigration, il y a une jeune génération de néo-québécois, donc, qui sont des Québécois, tout simplement, des Québécois sans trait d'union, parce qu'ils s'identifient immédiatement à la Charte des droits. Et le seul obstacle à l'avènement d'une société québécoise véritablement inclusive, c'est la majorité francophone qui s'entête à s'opposer comme culture de convergence. Donc, vous avez... C'était écrit mot pour mot. Donc, le principal obstacle à l'avènement d'un Québec inclusif,
C'est les Québécois qui s'entêtent à se croire Québécois. Ça veut dire qu'il y a une potée de soi-disant intellectuels, là, qui fait un ingénierie sociale du Québec. Absolument, c'est le bon terme, l'ingénierie sociale. Il faut donc voir, vous aviez raison, quand vous dites que le cours est destiné contre un groupe, c'est que c'est véritablement ça. L'idée est, il y a un groupe qui fait problème. La majorité francophone cause problème. On n'essayait pas de faire la même chose dans un certain pays en 1939. Bon, je ne ferai la comparaison avec ça, mais ce qui est certain, c'est qu'il y a une pente autoritaire dans ce programme. Et dans